Bonjour, on est vendredi, il est 18h, c'est le récap et on commence avec l'info décortiquée par Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris Normandie. Mardi, au Grand Bourteroulde, le chef de l'État a lancé le grand débat national devant 600 maires normands, accompagnés entre autres de Sébastien Lecornu et Bruno Le Maire. Emmanuel Macron espère avec ces rencontres faire retomber la colère des Gilets jaunes. Thierry, les Français avaient les yeux rivés sur le Grand Bourteroulde. Dans l'heure, il y avait tous les médias français et énormément de médias étrangers. Ici, à Paris Normandie, quel dispositif a été mis en place ? Effectivement, c'était sur notre territoire, donc impossible de passer à côté de ce rendez-vous national dans cette commune de l'Eure de 3000 habitants. Donc nous avions dépêché sur place 6 journalistes, 3 à l'intérieur du gymnase où se déroulait la rencontre entre le maire et Emmanuel Macron, et 3 à l'extérieur pour aller à la fois sentir un petit peu l'ambiance dans la commune. Donc nous avons fait le tour des commerces, nous avons vécu un petit peu une partie de la journée avec les habitants de Grand Bourteroulde ainsi que les gens qui pouvaient passer ce jour-là, même s'il y avait des barrages qui rendaient difficilement accessible la commune. Il y a un journaliste aussi qui a passé un long moment aussi avec les Gilets jaunes qui étaient sur place, qui était venu accueillir le président et sa délégation et qui voulait faire passer des messages. Donc nous avons voulu donner à la fois l'extérieur, l'ambiance extérieure, et à la fois ce qui s'est passé à l'intérieur, cet échange qu'il y a eu entre tous ces maires de Normandie et le président de la République, et le tout animé par le monsieur loyal du local, Sébastien Lecornu. Et je pense que personne ne se doutait que le débat durait 6h40, y compris les gens qui étaient devant leur télévision. Alors, les journalistes, forcément, sur cette journée, ont récupéré énormément de matière et de pistes de travail. Alors, comment tu as fait pour faire vivre, dans les jours qui ont suivi, ce débat ? Donc le lendemain, bien sûr, on s'est focalisé sur ce qui s'est passé vraiment à chaud, donc un reportage avec les Gilets jaunes, un reportage dans le village avec les commerçants, les habitants, pour savoir comment ils vivaient cette journée particulière pour eux. Et à l'intérieur, nous avons retenu principalement les principales questions, les questions notamment posées par des maires de l'Eure et de la Seine-Maritime, nos deux départements de diffusion. Et donc nous avons retenu les thématiques qui nous ont paru les plus essentielles, comme la mobilité, les transports, le pouvoir d'achat, la fiscalité, ainsi que les subventions accordées par l'État aux communes. Donc c'est les grandes questions qui ont surgi pendant le débat. Et le surlendemain, nous sommes revenus sur différentes mesures qui ont été abordées aussi. Par exemple, le 80 km/h. C'est une question qui agite beaucoup les maires, notamment en zone rurale. Et c'est un sujet qui est encore débattu. On se souvient que les motards, avant les Gilets jaunes, avaient fait plusieurs actions, dès samedi aussi, pour lutter, pour dénoncer cette mesure des 80 km/h, totalement assumée par Édouard Philippe. Et il y aurait bientôt une manifestation prévue en février, notamment les motards vont revenir dans la rue pour manifester contre cette mesure-là. Donc nous avons choisi de revenir sur des mesures un petit peu différentes, celles qu'on n'entendait pas beaucoup sur les ronds-points et dans les rues le samedi depuis le 17 novembre, pour éclairer le débat effectivement. Alors demain, malgré tout, se prépare l'acte 10 des Gilets jaunes. C'est une situation qui est particulièrement tendue à Rouen, surtout pour les journalistes. Comment tu peux expliquer ça ? C'est tendu puisqu'on arrive au 10e acte, donc il y a comme une fatigue qui s'accumule aussi dans les rédactions, notamment les journalistes qui travaillent le samedi, qui sont sur le pont pour couvrir ces manifestations. Au départ, on se souvient qu'on est parti sur des manifestations plutôt bon enfant, des ronds-points occupés, des centres commerciaux. Il y avait de la tension, mais il y a toujours eu un respect vis-à-vis de la presse, la liberté de la presse. Ces dernières semaines et 2 ou 3 derniers samedis depuis en fait la rentrée 2019, on s'aperçoit que les manifestations ont changé quand même, avec le matin des manifestations pacifistes, avec bon enfant, familial, où il ne se passe rien. Et à partir de l'heure du déjeuner et de début de l'après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi, effectivement, de fortes tensions, des affrontements entre forces de l'ordre et certains membres des manifestants. On va dire que c'est des casseurs, des agitateurs, des gilets jaunes ou pas. En tout cas, parmi les manifestants, il y a des gens qui cherchent l'affrontement avec les forces de l'ordre, qui s'en prennent aussi parfois à des journalistes. Il y a eu le cas la semaine dernière rarement d'une équipe de télévision, nos confrères de LCI qui ont été pris à partie. Un de leurs gardes du corps, c'est quand même assez anormal qu'on doive travailler quand on est journaliste aujourd'hui, protégé par un garde du corps. On a l'impression d'être sur une autre planète. Donc un des gardes du corps a été roué de coups, il a été transporté au CHU. Donc nous-mêmes à Paris-Normandie, même si nous entretenons des rapports cordiaux avec les Gilets jaunes depuis le début, puisque nous avons donné la parole, nous l'avons donné la parole sur notre plateau, dans nos colonnes, au fil de toutes les semaines. Nous avons pris aussi des mesures de protection des journalistes. Nous avons des journalistes qui maintenant ont le brassard de presse bien visible, à la fois pour les manifestants et pour les forces de l'ordre. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des dérives policières.
Il y a certaines exactions qui ont été commises par les forces de l'ordre, qui ont été dénoncées, que nous avons relatées nous aussi. Des plaintes ont été déposées. Il y aura des instructions, donc nous en continuerons à en parler. Donc brassard de presse, casque, masque pour lutter contre les gaz lacrymogènes, du sérum physiologique. J'ai l'impression d'être un petit peu médecin du SAMU avec le kit de secours. Mais c'est la réalité aujourd'hui de l'exercice du travail de journaliste dans les rues de Rouen le samedi après-midi. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces informations. Quant à nous, on passe à l'essentiel. Vincent Leroyer, ex-nageur de haut niveau, va comparaître à partir de lundi devant la cour d'assises de Gironde. L'ancien manager général du Rouen Hockey Club est accusé d'avoir abusé sexuellement de 5 jeunes joueurs dans les années 80 et 90. À 60 ans, le Havrais Vincent Leroyer encourt jusqu'à 20 années de réclusion criminelle. Son procès sera à suivre dans les colonnes de Paris-Normandie la semaine prochaine. C'est à guichet fermé que l'équipe de France féminine de foot s'apprête à affronter les Américaines samedi soir au stade Océane du Havre. Ce match amical s'inscrit dans la préparation des Bleus à la Coupe du Monde qui se déroulera en France et en partie au Havre du 7 juin au 7 juillet prochain. Les joueuses de Corinne Diacre se sont installées à l'hôtel Mercure du Havre hier. Quant aux Américaines, elles ont pris leur quartier mardi à l'hôtel Normandie de Deauville. Samedi, c'est la 3e édition de la Nuit de la Lecture. Retrouvez notre carte interactive avec toutes les animations organisées par les bibliothèques et les librairies sur notre site internet. Et cette Nuit de la Lecture est aussi l'occasion de parler des auteurs normands. 2 d'entre eux, Michel Bussy et Françoise Bourdin, font partie du top 10 des meilleures ventes de 2018. Quant à Agnès Martin-Lugan, elle se classe à la 12e place. On passe au buzz de la semaine. 1150 km parcourus en 51 jours, seul, sans assistance et en autonomie. Mathieu Tordeur est devenu dimanche le premier Français et le plus jeune du monde à rallier le pôle Sud depuis le continent antarctique. Vous avez pu suivre son expédition au jour le jour sur notre site internet et vous avez été très nombreux à féliciter ce jeune Normand de 27 ans, d'autant plus que les conditions climatiques ont forcé beaucoup d'expéditions à abandonner. On passe au sport. On parle rugby et infrastructure. Un terrain du centre de loisirs de Bédane est pressenti pour accueillir le stade que le président du Rouen Normandie Rugby souhaite construire pour coller à ses ambitions, c'est-à-dire une montée en top 14 d'ici 2023. En attendant, il y a Mermoz et Diochon pour les play-offs du printemps et Mermoz pour une éventuelle montée en Pro D2. À rappeler, à l'issue de la 14e journée, les Lions occupent la première place de leur poule et la première place de Fédéral 1. Ils sont invaincus depuis le début de la saison. On passe à l'idée sortie. Comme le week-end s'annonce glacial en Normandie, je vous invite à une escapade littéraire au Havre. Depuis jeudi et jusque dimanche, écrivains et artistes se racontent au goût des autres. Cette année, le festival s'intéresse aux littératures des voyages. Parmi les rencontres, samedi à 18h30, Charles Recourcé et Nicolas Richard s'emparent du roman de Steinbeck, Les raisons de la colère. Ils seront accompagnés dans leur jeu de mots du comédien Emmanuel Noblet et du musicien Rubin Steiner. Retrouvez toutes les rencontres sur le site Le Goût des Autres. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.